Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 26 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitule « L'été de la furtivité ». Non, je ne vais pas vous reparler des Pokémon et de ces zombies que vous croisez désormais au quotidien, le nez fiché dans votre smartphone, à la recherche d'avatars numériques, virtuels, cachés dans notre paysage. Néanmoins, quand on regarde la croissance, on a quand même bien l'impression que là aussi, quand on vous en parle, c'est comme si on vous parlait d'un Pokémon légendaire, quelque chose que tous les amateurs connaissent, mais qui est très difficile à trouver dans la réalité. Si on devait mesurer la croissance au travers des transports de marchandises, et là au sens large, toutes les marchandises, aussi bien les matières premières que les produits semi-finis, à assembler par exemple comme dans le secteur automobile, ou les produits finis. Vous prenez tout, et y compris ce qui est délivré chez vous, on va dire, c'est l'économie du dernier kilomètre. Quand on regarde les échanges de marchandises dans le monde, on est en train de retrouver des niveaux de décroissance ou de contraction que l'on n'a pas connus depuis l'été 2008. Oui, les marchandises qui s'échangent dans le monde atteignent leur plus bas niveau depuis l'été 2008. Et on ne vous parle partout que de la croissance, que la possibilité pour la Fed de remonter bientôt ses taux, quand elle aura en main tous les éléments prouvant que l'économie américaine est repartie sur de bases solides d'emploi, d'activité, d'inflation. En fait, il n'existe rien de tout cela de par le monde. Alors les ralentissements les plus évidents, eh bien, on les retrouve en Italie, en Grèce, mais également, et ça c'est moins connu, en Hollande, un pays qui est maintenant également en décroissance. Alors vous avez en face, bien sûr, les 26% de croissance du PIB irlandais, une nouvelle démonstration de la fiction statistique qui devrait nous faire hurler de rire si certains gérants ne la prenaient pas très au sérieux en nous proposant l'Irlande comme modèle économique. Eh bien, chiche, faisons de la France un paradis fiscal, plafonnons l'impôt sur le revenu à 30% et l'impôt sur les sociétés à 12%, et on verra bien si les choses fonctionnent. Donc, pas d'échange de marchandises, de moins en moins de consommation d'énergie. Comment croyez-vous que le pétrole vient de reperdre 15% en l'espace de 2 mois pour atteindre et même enfoncer maintenant les 43? Nous avions attiré votre attention il y a déjà quelques jours, c'était en milieu de semaine dernière, sur le risque de poursuite de la décrue du pétrole en cas d'enfoncement des 44,60. Ben voilà, ça c'est fait. On va probablement directement sur 40 ou 39. Alors, certains diront, c'est technique, on a cassé un support et boum, on va aller chercher le suivant. Oui, mais derrière, il y a quand même du fondamental. Et le fondamental, c'est que on produit à nouveau trop de pétrole. Les stocks gonflent de nouveau. Et les producteurs sont obligés de faire des ristournes pour séduire leurs clients. Ces ristournes, eh bien, on les anticipe déjà au travers des prix, notamment du WTI sur le New York Mercantile Exchange. Car le WTI, c'est quand même la principale référence mondiale. Donc si le pétrole s'en va effectivement à 40 ou 39, peu importe que ça soit un signal graphique, il suit effectivement une tendance lourde à la décroissance de l'activité, y compris industrielle. Nous irions même un petit peu plus loin. Nous voyons que si la consommation résiste aux États-Unis, c'est grâce au crédit. Mais il y a crédit et crédit. Il y a celui que les gens vont souscrire pour acheter le dernier iPhone 7 ou le dernier Galaxy Edge avec 64 Go de mémoire. Mais il y a aussi le crédit pour finir les fins de mois. Or aujourd'hui, ça concerne pratiquement un Américain sur 2. Oui, un Américain sur 2. Alors, selon les enquêtes, vous avez soit 47% d'Américains qui n'ont même pas $400 devant eux
pour faire face à n'importe quel imprévu, une hospitalisation, soins d'urgence, ou alors besoin de dépanner un proche, de réparer une voiture. Donc ça, c'est 47% des Américains. Si vous portez à 1 000 $ cette réserve pour faire face à des imprévus, eh bien, il n'y a que 48% d'Américains qui ont bien ces 1 000 $ devant eux pour faire face à un imprévu. Rendez-vous compte. Pratiquement la moitié des Américains n'a pas 1 000 $ devant lui. Alors la consommation, sur quoi repose-t-elle aujourd'hui? Eh bien essentiellement, on l'a vu, sur la consommation de carburant. Et oui, on a vendu beaucoup de voitures ces derniers mois, l'essence est encore peu chère, donc les gens roulent beaucoup. Mais la question est de savoir, c'est pour aller où? Car si on n'a pas de travail, effectivement, le jour où l'essence se remonte, eh bien là, on cesse de circuler. Alors, est-ce que ça veut dire que la consommation repose sur les 30% d'Américains qui ont encore du pouvoir d'achat? C'est peut-être ça, la réalité. Mais ça serait du jamais vu depuis les années 50. C'est une situation inédite. Alors maintenant, est-ce qu'on ne comprend pas un petit peu mieux pourquoi M. Trump trouve un électorat prêt à lui pardonner n'importe quelle outrance, n'importe quel projet diplomatique débile? Tout ça parce qu'il leur prenait simplement de les remettre au travail, de leur trouver un job. Prenez le discours de M. Trump, prenez celui de Roosevelt dans les années 30, et vous allez retrouver à peu près les mêmes éléments, les mêmes arguments qui font mouche. Si on en est là, c'est bien que la société américaine est complètement dysfonctionnelle et ô combien inégalitaire. Alors vous avez M. Trump qui prétend redonner du travail à tout le monde, mais d'où va-t-il surgir si Wall Street continue de détenir toutes les manettes? Heureusement, Wall Street a sa championne, c'est Hillary Clinton. Et on peut imaginer que d'une manière ou d'une autre, Hillary achètera les votes. Monsieur Trump pourrait peut-être le faire aussi, mais il lui en coûterait cher sur sa fortune personnelle. Pas sûr qu'il aille jusque-là. En revanche, est-ce qu'Hillary Clinton achètera les voix? On peut être à peu près certain qu'elle le fera. Donc, grosse incertitude sur l'avenir des États-Unis, grosse incertitude sur l'avenir de la classe moyenne chinoise. Elle est là aussi complètement désolvabilisée par rapport aux riches et ultra-riches qui s'arrachent aujourd'hui tout l'immobilier qu'ils peuvent, tout ça pour avoir du concret, du tangible, plutôt que des bons du trésor chinois dont personne ne sait ce qu'ils vaudront dans quelques mois, si jamais on assistait à une nouvelle chute du yuan. Alors, le patron de la Banque centrale chinoise avait juré ses grands dieux au mois de février dernier on ne se servirait plus de la dévaluation pour relancer le commerce extérieur chinois. Quand il a fait cette promesse, le yuan était à 5,56. Aujourd'hui, il ne vaut plus que 5,70 contre dollar et personne ne s'inquiète. Oui, car personne ne s'inquiète jamais de rien dans un monde où les banques centrales sont supposées être tout le temps à la manœuvre. On ne s'inquiète pas de la baisse des bénéfices, on ne s'inquiète pas de la baisse de l'activité, on ne s'inquiète pas de la baisse de la circulation des marchandises, on ne s'inquiète pas de la baisse du yuan, on ne s'inquiète plus du Brexit, on ne s'inquiète pas de la situation au Proche-Orient, on ne s'inquiète pas de la dérive totalitaire en Turquie, on ne s'inquiète pas des bombardements saoudiens au Yémen. Bref, les marchés ne mesurent plus rien qui ait le moindre lien avec le réel. Mais nous continuons de faire le pari que ce réel va lui revenir en pleine poire et que ça fera très très mal et qu'aujourd'hui, le seul tangible qui est, un certain intérêt économique et planétaire, ça reste quand même les métaux précieux, l'argent et l'or. En ce qui concerne les actions, au niveau où elles sont, si vous prenez des bénéfices, vous vendez forcément presque au plus haut historique. Alors, est-ce qu'il faut prendre le risque de gagner 2% de plus pour en perdre 10 ? La question, nous la posons tous les jours
Et tous les jours, les banques centrales nous opposent la même réaction, créer de la fausse monnaie pour faire monter les actifs, jusqu'à l'explosion finale.